Est-ce que ça veut dire que dans un siècle, on sera revenu en 1900? Ça, c'est la bouteille à l'encre. Je suis incapable de vous répondre. J'espère que non, même si moi, je serais mort depuis longtemps. Mais les descendants des descendants des descendants des asticots qui m'auront boulotté espèrent que ça ne sera pas trop dramatique. Mais voilà, c'est difficile de dire à ce stade ce dont on peut faire état, c'est de crainte ou d'espoir. Les espoirs, c'est on aimerait que ça se passe comme ça, et on va essayer de s'organiser pour que. Et les craintes, c'est on risque de perdre ça et ça. Et là, donc, je vais immédiatement passer la parole à ma voisine de droite, parce qu'elle a justement une thèse là-dessus. Ce qu'on va perdre, c'est ça. Hein. Ce qu'on risque de perdre. Ce qu'on risque de perdre. Là, en l'occurrence, les femmes. Oui, en l'occurrence, les femmes, mais on pourrait généraliser la question à tout le monde. C'est vrai que les femmes, c'est un peu spécial, parce qu'elles étaient assujetties dans le monde pré-industriel à des contraintes spécifiques par rapport aux hommes. Toute l'humanité était assujettie à plus de contraintes matérielles qu'aujourd'hui, mais les femmes, par rapport aux hommes, étaient assujetties à une série de contraintes autres du fait de leur rôle dans le processus reproductif. Elles n'ont pas perdu ces contraintes dans le monde d'aujourd'hui, mais ces contraintes se sont considérablement affaiblies. Donc, c'est logiquement ces contraintes qui risquent de revenir sous une forme ou une autre, une forme accrue, à la faveur d'une décrue énergétique. Alors, moi non plus, évidemment, si Jean-Marc est incapable de dire, moi je suis encore moins capable de le dire, mais il me semble qu'on ne revient de toute façon jamais à quoi que ce soit qui se soit déjà produit. Ça n'existe pas. C'est toujours quelque chose de différent qui arrive, sauf peut-être vraiment en termes chiffrés, le niveau de production de 1900, etc. Mais ce qui va venir sera nécessairement autre chose, probablement un monde hybride entre le monde d'aujourd'hui et puis peut-être quelques éléments d'avant et puis des choses nouvelles. Mais parmi les risques qui me semblent essentiels... Je me permets juste de dire quand même que, justement, dans le monde qui vient, notamment d'un point de vue santé, vous êtes extrêmement pessimiste. Oui, effectivement, je suis extrêmement pessimiste, peut-être parce que ce livre est parti, il est né en fait d'une interrogation relative à la santé, parce que j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui s'occupent de ces questions et qui travaillent sur des questions de santé, et notamment la question des médicaments efficaces, des antibiotiques, etc., de tout ce qu'on leur doit dans notre quotidien par rapport aux enfants et donc à la structure familiale, ça a toujours été très présent dans mon esprit. Ma mère a failli mourir d'une septicémie après la naissance de son frère. Ma grand-mère a failli mourir d'une septicémie à la naissance du frère de ma mère. Et elle a été sauvée grâce à des antibiotiques qui ont été apportés à la campagne à l'époque de Moscou. Enfin, ça n'existait presque pas. C'était la pénicilline, les premiers médicaments disponibles. Et en 2 jours, elle s'est relevée et puis elle est revenue à la vie, etc. Ça a un petit aspect magique qu'on oublie complètement. Donc je caricature, ou je parodie, ou je paraphrase l'expression baignoire de pétrole en parlant d'une piscine d'antibiotiques. Alors les antibiotiques, c'est très spécial parce que ce n'est pas exactement, comment dire, le problème des antibiotiques, si les antibiotiques risquent de perdre en efficacité dans le monde de demain, ce n'est pas exactement une conséquence de la décrue énergétique, mais c'est une sorte de métaphore de ce monde d'une énergie abondante et de cette abondance matérielle qui l'accompagne. Parce que les antibiotiques, c'est l'un des dérivés du progrès technologique et médical. On en a énormément usé et abusé, un peu comme pour l'énergie, qu'on a utilisé d'une manière vraiment très importante, peut-être parfois un peu inconsidérée, sans réfléchir aux conséquences sur l'environnement et aussi à la quantité disponible, sans planifier sur le long terme. Et les antibiotiques, ça a été la solution miracle pour enrayer les maladies infantiles, etc. Et le problème, c'est que dès qu'on commence à les utiliser à grande échelle, eh bien, il y a l'antibiorésistance qui monte de l'autre côté. Parce que les bactéries, elles sont très très vieilles, elles ont plus de 3 milliards d'années, elles en ont vu d'autres. Donc elles se sont très rapidement adaptées. Pour elles, c'est rien du tout, c'est quelques décennies, c'est même pas un clignement de leurs petits yeux. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'antibiotiques sont devenus inefficaces. Il y a des multirésistances qui montent, des bactéries résistantes à tous les antibiotiques qui apparaissent, qui se développent. Et l'OMS place ce problème parmi les tout premiers à l'échelle du siècle comme problème de santé. C'est-à-dire que on chiffre dès aujourd'hui en millions de morts les décès liés à l'antibiorésistance dans le monde. Et ça risque de s'accentuer, notamment parce que les crises sanitaires aussi risquent de s'accentuer avec le changement climatique, l'émergence des nouvelles zoonoses, etc. Même si ce sont des maladies virales, on a vu avec le Covid que l'usage des antibiotiques a été massif pour soigner notamment des personnes fragiles qui risquent de développer des complications. Et ça nous amène dans un monde où à la fois on va avoir probablement beaucoup de structures qui nous sont familières qui seront déstabilisées, qui ne vont peut-être pas marcher aussi bien. Tout ce qui concerne le monde médical, qui lui aussi marche avec des machines, avec des technologies, avec de l'énergie.
Et également des médicaments miracles qui nous ont permis de nous sortir de cette mortalité infantile forte, qui eux aussi vont perdre en efficacité, avec des maladies qui, eux, risquent de reprendre de la vigueur. Donc oui, c'est une conjonction qui n'est pas... Et puis oui, la question de la diminution de la production agricole notamment, et quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'on va réussir à éviter des famines, des manques vraiment importants pour l'alimentation des populations? Et qui dit manque d'alimentation dit baisse d'immunité. Enfin bref, il y a vraiment toute une série de facteurs que j'essaie de classer dans cette partie exploratoire du livre, qui tendent à suggérer qu'on risque, c'est un risque, hein, c'est pas... Voilà, qu'on risque d'avoir une mortalité qui va augmenter, et notamment la mortalité infantile, la mortalité des plus fragiles, des enfants qui risquent de remonter. Et ça aura beaucoup de conséquences sur le statut des femmes. Parce que pour moi, cette mortalité infantile, c'est vraiment la pierre angulaire. On y reviendra tout à l'heure sur les solutions. À quel point, justement, cette baisse de la disponibilité énergétique va ébranler notre sphère économique? Parce que je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, notamment Vera, je l'avais noté, que le capitalisme ne rend pas seulement le travail des femmes possible, il le rend nécessaire. C'est ce que vous avez écrit. Tout à fait. Et vous, Jean-Marc Jancovici, vous faites une critique sur un système basé sur une croissance folle qui s'auto-alimente et qui aboutit à un monde justement sans fin. Sauf qu'on se rend compte que ce monde, il a une fin finalement. Est-ce qu'il existe un système qui permette de concilier émancipation, démocratie, régime démocratique, et bon sens énergétique et écologique? Alors, il faudrait définir déjà ce que c'est que le bon sens énergétique et écologique. Il y a une blague qu'un de mes partenaires professionnels fait souvent, qui est de dire quel que soit ce que vous gagnez, le salaire minimum se définit comme ce que je gagne plus 10%. Et j'ai une autre définition, moi, qui concerne le gaspillage, qui est gaspille celui qui ne consomme pas comme moi. D'accord ? Donc pour nous, un Américain est un gaspilleur, mais je peux vous assurer que pour un Malien, vous êtes un horrible gaspilleur. Et moi aussi, du reste. Donc c'est très difficile d'utiliser des mots qui n'ont pas de contenu normatif quand on ne peut pas quantifier. Donc le bon sens, ça ne se quantifie pas. Il n'y a pas une unité de bon sens. Vous auriez 95 unités de bon sens. Moi j'en aurais 80, donc vous seriez... ça n'existe pas. Donc on ne peut pas compter sur le bon sens. On peut compter éventuellement sur des choses qu'on est capable de décrire. Alors, pour en revenir à la question des risques qui a été évoquée par Vera, en fait les risques, ils sont en creux la perte de ce que l'énergie nous a amené. D'accord ? Donc, qu'est-ce que l'énergie nous a amené? L'abondance alimentaire, par exemple. Bon, bah, un risque dans une décrue énergétique subie, trop rapide, etc., c'est de perdre une partie de cette abondance alimentaire. On peut la perdre soit parce que le rendement des cultures baisse, alors en plus vient le problème du changement climatique qui se rajoute là-dessus, vient le problème de l'érosion des sols qui se rajoute là-dessus, enfin bon bref. Mais on peut aussi la perdre localement parce qu'on perd l'acheminement des denrées alimentaires. Aujourd'hui, il faut savoir que sans camion, vous et moi, on meurt de faim dans les 3 jours. D'accord ? Le sang aujourd'hui du système alimentaire urbain, enfin des urbains plus exactement, ça s'appelle des bateaux et des camions. C'est ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on est capable de garder comme gens dans une ville, dans un monde dans lequel il n'y a plus les transports de marchandises qu'on connaît aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça fait partie des... Donc ça, c'est aussi un facteur de risque. Que deviennent les gens s'ils se retrouvent mis en marche de la société dans les villes et qu'ils n'ont plus soit d'emploi, soit à bouffer, soit les deux, etc. Je ne sais pas. Donc en fait, quand on regarde de ce que nous a amené l'énergie abondante en termes d'évolution historique, eh bien les risques, ils sont dans le renversement non anticipé, non géré ou non désiré et donc qui génère des crispations de tout ce que l'énergie a amené dans l'autre sens. D'accord ? Quel est le risque lié à la perte ou à la décrue de la production alimentaire? Vera en a évoqué certains, par exemple la hausse de la mortalité infantile, etc. Même si aujourd'hui on souffre d'un excès d'alimentation globalement, hein, bon, c'est un risque. Quel est le risque lié à la démobilité trop rapide pour que l'aménagement du territoire ait le temps de s'y adapter? Je ne sais pas vous le décrire ce risque. Je sais vous le nommer, d'accord? Je vais vous dire, voilà, il existe. Tiens. La structure des métiers a radicalement changé à cause de l'énergie. On est devenu, comme on l'a expliqué dans Le Monde sans fin, une armée d'employés de bureau, enfin, ou une armée de gens travaillant dans un bureau, vous, moi, compris, hein, ici on est dans un équivalent de bureau. L'Assemblée nationale s'en est un aussi, un gros du reste. Que devient tout ce système dans un monde dans lequel c'est plus les machines qui assurent les tâches productives et où on est réobligé, nous, de s'occuper de produire en direct une partie de notre nourriture, de nos vêtements, de nos logements, etc.
je ne sais pas, comment est-ce qu'on observe la mutation des emplois? L'énergie a assuré la hausse du pouvoir d'achat. Comment est-ce qu'on gère la décrue du pouvoir d'achat? La montée du populisme un peu partout où le pouvoir d'achat baisse vous montre que ça se passe moyen, quoi. Bon, alors, peut-être que c'est pas si grave si on le gère bien, peut-être que c'est très grave, j'en sais rien. En tout cas, c'est un risque. Voilà, et des risques comme ça, vous en avez plein. Vous avez également des risques. Aujourd'hui, on a une économie mondialisée. Et le grand paradoxe, c'est que tous les plans de transition qu'on fait pour s'affranchir des énergies fossiles, on les fait dans une économie qui reste mondialisée et où ça ne pose aucun problème de disposer partout dans le monde des métaux, des compétences, de tout ce qu'on veut pour assurer la transition. Mais sauf que la mondialisation, je le redis, c'est des bateaux et des camions, c'est-à-dire c'est du pétrole. Et on n'a pas les moyens de décarboner tout ça très rapidement en quelques décennies en gardant les mêmes volumes de transport de marchandises. Pardon de vous avoir dit avec des chiffres, mais entre la marine à voile du milieu du 19e siècle et la marine marchande moderne à pétrole, on a gagné quasiment un facteur 100 sur la capacité de transport de marchandises. Donc si on voulait revenir à la marine à voile, première approximation, on divise par quelques dizaines le flux de marchandises internationales. Donc en gros, vous n'avez plus de mondialisation, quoi. Bon. Qu'est-ce que ça porte comme risque dans les pays qui sont fondamentalement dépendants pour leur approvisionnement en objets manufacturés, pour faire fonctionner? Je ne sais pas. Voilà. Donc là, je viens de vous en nommer quelques-uns. En fait, on a 1 milliard de déstabilisations qui sont possibles avec l'évolution où on renverserait trop rapidement pour qu'on soit capable de le gérer ou de l'accepter les évolutions historiques. Et tout ça, au bout du bout, c'est des risques sociaux, c'est des risques sanitaires, c'est des risques de déstabilisation des systèmes politiques, dictature, quelle qu'en soit la forme, guerre, etc. C'est des risques sanitaires, c'est des risques de baisse d'espérance de vie, c'est des risques de baisse du confort de vie. C'est des risques de cette nature. Voilà, c'est ça qu'on risque. J'ai une question complémentaire et qui va peut-être vous paraître un peu naïve, mais qu'est-ce qu'on doit le plus craindre? La disparition des énergies fossiles, ou en tout cas la baisse drastique, ou les conséquences du réchauffement climatique? Eh bien, je ne sais pas, parce que les conséquences du réchauffement climatique aujourd'hui, on n'est pas capable non plus de les décrire quantitativement dans toute leur finesse, parce qu'on est en train de faire une expérience pour la première fois. Et quand on fait une expérience pour la première fois, en général, on n'est pas capable de tout prévoir à l'avance. Donc je ne sais pas répondre à cette question. Et de toute façon, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va avoir les deux en même temps, parce que le changement climatique est un processus qui dispose d'une inertie absolument considérable. Il faut savoir qu'après arrêt des émissions, je dis bien après arrêt, je ne dis pas après début de la décrue, hein, après arrêt des émissions, vous avez la température atmosphérique qui se stabilise, la température océanique va mettre des siècles avant de se stabiliser, voire des milliers d'années. Les calottes glaciaires vont mettre des milliers d'années avant de se stabiliser, ce qui veut dire que le niveau de l'océan va mettre des milliers d'années avant de se stabiliser. Les écosystèmes vont mettre des décennies à des siècles à se stabiliser après arrêt des émissions, j'insiste, après arrêt des émissions. Donc ça veut dire qu'en fait, la perturbation climatique qu'on a mise en route, aujourd'hui, il y a un côté, comment dire, il y a une perturbation permanente et croissante à laquelle on va devoir faire face, en même temps que les combustibles fossiles vont décroître pour des raisons géologiques ou des raisons politiques ou une combinaison des deux. Donc en fait, la bonne réponse à votre question, c'est qu'on va avoir les deux, mon général.